Merci de nous rejoindre sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les têtes de chapitre. Signature ce mardi à l'ambassade des États-Unis d'un protocole d'accord entre l'USAID, UNICEF et le gouvernement guinéen. Objectif, former 10 000 jeunes filles vulnérables. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports a lancé ce mardi le projet Kiosque Service, un projet qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes Guinéens. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis, le coup d'envoi du festival Côté Banabé a été donné ce mardi au Musée national de Sandervalia du 27 au 30 novembre 2012. Le centre culturel franco-guinéen va vibrer au rythme de la danse, de la musique, de la comédie. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Procéder à l'évaluation du programme de coopération entre la République de Guinée et le programme alimentaire mondial PAM. C'est la toile de fond d'une rencontre qui a regroupé ce mardi dans la salle de conférence du ministère de la Coopération internationale la représentante du PAM en Guinée, les partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée. Compte rendu, Alpha Marbari. Cette journée de partenariat entre le ministère de la Coopération internationale et le PAM, entendez Programme alimentaire mondial, avait pour but de situer le niveau de la coopération entre les deux institutions. Pour rappel, il faut préciser que le PAM intervient en Guinée depuis 1967 et s'investit dans plusieurs domaines comme l'éducation, l'alimentation et la santé. Le Programme alimentaire mondial accompagne la République de Guinée dans son programme de réduction de la pauvreté et la famine et il est aujourd'hui actif dans plusieurs préfectures du pays. La présente rencontre d'aujourd'hui consiste à présenter le programme du pays intitulé Programme du pays 2326 qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration du PAM il y a une semaine. Ce programme est un programme de développement social et économique qui intervient dans les différents domaines sectoriels repartis en trois composants majeurs qui sont 1. Appuyer l'enseignement primaire et à la scolarisation des filles. 2. Améliorer la nutrition des groupes vulnérables. Et 3. Appuyer le développement rural visant l'amélioration de la production agricole. Cet appui du Programme alimentaire mondial à l'endroit du pays a permis à la Guinée de faire face à plusieurs difficultés. C'est le cas, par exemple, en milieu rural où le PAM, à travers les cantines scolaires, participe activement à l'éducation de la jeune fille, notamment par l'octroi des denrées alimentaires pour leur permettre de continuer leur cycle scolaire, au lieu de suivre leurs parents dans les activités champêtres. Une action hautement saluée par le ministère de la Coopération. Mon département, conformément à sa mission d'instaurer un dialogue fécond et durable entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, bi- et multilatéraux, accorde une attention toute particulière à cet exercice. Permettez-moi de rappeler que l'accord de base entre le Programme alimentaire mondial et la République de Guinée a été signé en 1967. Depuis cette date, le PAM ne cesse de participer de façon constante et significative aux efforts de développement du gouvernement guinéen à travers des programmes quinquennaux d'assistance élaborés et exécutés conjointement par les deux parties. Autre fait marquant de cette rencontre, c'est la présentation des thèmes clés de l'accord de base entre la Guinée et le PAM, mais aussi celle relative au plan d'action du programme pays qui va s'étaler sur 5 ans à partir de janvier 2013. Pour le programme quinquennal 2013-2017, le programme alimentaire mondial a estimé ses besoins en Guinée à 40 millions de dollars américains, soit 8 millions par an. Le projet Kiosque Service du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a été lancé officiellement ce mardi au CEDUS. Il vise à former des centaines de jeunes en vue de leur prise en charge à travers des produits et services de la téléphonie mobile. C'est un projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Faligi Lavogui était de la partie, son compte rendu.
Ils sont au total 300 jeunes à bénéficier du projet kiosque multiservice, un projet de formation initié par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports à travers le Fonds national de l'insertion des jeunes FONIJ. Il vise à générer des emplois diversifiés à travers des produits et services de la téléphonie mobile. Cette formation consiste à former des jeunes à l'utilisation de kiosques multiservices. Il vous souviendra que le 11 décembre 2011, la société Huawei a offert à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, 100 kiosques multiservices. Et ces 100 kiosques multiservices ont été destinés à 200 jeunes. Et ces jeunes vont utiliser ces kiosques comme des commerciaux pour essayer d'échanger les produits. Le projet kiosque multiservice va aussi permettre aux jeunes de vendre leurs talents en vue de décrocher un emploi. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports, à travers le FONIJ, a bien compris la dimension sociale de ce projet. J'espère sincèrement que tous ensemble, nous pourrons faire un grand pas en avant pour le programme Emploi jeune à travers la distribution des biens et services à grande consommation en Guinée. Dans ses plans d'action, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes entend désormais prioriser les problèmes de la couche juvénile. C'est pourquoi Sanoussi Bantam Masso a exhorté les participants au dynamisme en vue de répondre aux attentes du gouvernement. Ces kiosques permettront aux bénéficiaires d'améliorer leurs revenus à travers les produits de Huawei. Je voudrais rassurer la jeunesse de la disponibilité de mon département à multiplier en sa faveur les initiatives qui concourent à faciliter leur autonomisation et leur responsabilisation. Sanoussi Bantam Masso a profité de la cérémonie pour appeler les jeunes à l'union et à la non-violence. Battons-nous pour que notre pays soit bon. Battons-nous pour qu'il y ait la justice. Battons-nous pour qu'il y ait la sécurité. Battons-nous pour qu'il y ait la bonne gouvernance dans ce pays. Si ces conditions sont réunies, aucun jeune Guinéen ne viendra à 4 h du matin à l'ambassade de France pour chercher un visa. Parce que là-bas, pas de social, pas de sentiment. Alors qu'est-ce qui nous empêche nous de nous donner les mains pour que la Guinée soit un beau pays? Le projet kiosque multiservice contribue à la création d'emplois pour les jeunes. L'USAID et l'UNICEF s'engagent dans un programme de formation professionnelle des jeunes filles en Guinée. Le projet concerne quelques 10 000 jeunes filles vulnérables et couvre la période 2013-2017. La signature du protocole d'accord a eu lieu ce mardi à l'ambassade des États-Unis en Guinée entre le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et les représentants de l'USAID et l'UNICEF. Compte rendu, Mamadi Kamisoko. Ce protocole d'accord qui a fait l'objet de signature permettra aux jeunes filles bénéficiaires d'acquérir de compétences de base nécessaires à leur insertion professionnelle. La convention tripartite USAID, UNICEF et gouvernement guinéen s'inscrit dans la période 2013-2017 avec à la clé la formation de 10 000 jeunes filles en situation de vulnérabilité. Le but principal de ce programme est de former 10 000 jeunes filles à des métiers porteurs de croissance durant la période 2013-2017. Une phase pilote qui s'étendra sur 3 ans couvrira 3 centres de formation professionnelle pour un coût total d'environ 1,5 million de dollars sur financement de l'USAID Guinée. L'USAID est très heureuse de cette nouvelle intervention en Guinée car ce programme représente la reconnaissance par le gouvernement des États-Unis du potentiel de la jeunesse guinéenne et élève notre niveau d'engagement pour promouvoir une croissance économique durable en Guinée. La présence de l'UNICEF aux côtés de l'USAID est la volonté manifeste et l'engagement de notre institution à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté et de développer la résilience des communautés vulnérables, en particulier des jeunes filles. Selon les estimations comprises entre 2004 et 2008, parmi les filles âgées de 15 à 25 ans, seulement 51% étaient lettrées contre 67% chez les garçons. Le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle salue une collaboration sincère des partenaires à sortir de nombreuses jeunes filles de précarité. C'est la preuve que lorsque de bonnes volontés se mettent ensemble pour réaliser des choses importantes, elles parviennent à franchir tous les obstacles,
notamment lorsqu'il s'agit du bien-être des plus nécessiteux d'entre nous. Aujourd'hui, nous marquons le départ d'un grand projet. Il concerne les jeunes filles analphabètes, déscolarisées et ou handicapées en République de Guinée, avec pour objectif immédiat, nous l'espérons, l'insertion socio-professionnelle de 1350 d'entre elles sur plusieurs années. Une étude de faisabilité sur les différentes formations du projet et les centres d'accueil seront prochainement élaborés. Lancement ce mardi de forats universitaires à Kofi Annan pendant 2 jours. Plusieurs participantes issues de la société civile guinéenne échangeront sur l'égalité et les violences faites aux femmes et aux filles. Cette activité est la première étape d'une série de rencontres qui se poursuivra à l'intérieur du pays, notamment à la baie et Kindia. Compte rendu Aminata Diallo. L'initiative est de l'Association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone. La tenue de ce forum prouve que la jeunesse guinéenne n'est pas en reste par rapport à leurs homologues des autres pays de la sous-région. Ces forums se tiendront simultanément dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les avantages de ces forats sur l'égalité entre hommes et femmes sont énormes. Générer des discussions innovantes et scientifiques sur le progrès réalisé et des difficultés éprouvées en Afrique de l'Ouest en termes d'égalité entre les sexes, les droits de femmes, afin d'informer et d'influencer qualitativement et quantitativement la tenue des OMD, la discussion sur l'agenda du développement post-2015. Une plateforme qui sera organisée dans 40 universités de l'Afrique de l'Ouest, dont 3 en République de Guinée, à savoir Kofi Annan, le centre universitaire de la baie et du Kindia. Selon le représentant du système des Nations Unies en Guinée, le choix de Kofi Annan au compte de Conakry n'est pas fortuit. À peine 10 ans après sa création en 1945, les Nations Unies ont reconnu l'importance de l'implication des jeunes dans la promotion et l'épanouissement des idéaux de l'organisation. En effet, la déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1965, met en avant 4 principes. Ce sont les moyens d'éducation, d'enseignement et d'information destinés à la jeunesse doivent promouvoir les idéaux de paix, d'humanisme, de liberté et de solidarité internationale, ainsi que tous les autres idéaux qui contribuent au rapprochement des peuples. Le deuxième, l'éducation des jeunes doit se faire dans l'esprit de la dignité et de l'égalité de tous les hommes, sans distinction aucune. Troisième principe, les échanges, les voyages, le tourisme, les rencontres, l'étude des langues étrangères, le jumelage des villes et des universités doivent être encouragés et facilités parmi les jeunes afin de les rapprocher. Et quatrième principe, les associations de jeunes doivent être encouragées à promouvoir les buts et les objectifs des Nations Unies. Le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, quant à lui, fonde beaucoup d'espoir sur ces forats, car les résultats qui sortiront de ces assises permettront d'enrichir le document stratégique de mise en œuvre de la politique nationale élaborée récemment par son département. L'activité que vous engagez aujourd'hui va en droite ligne de préoccupations gouvernementales. Dans cette lancée, nous suivrons de près le déroulement des travaux de la journée de sensibilisation pour que les résultats auxquels ils vont aboutir permettent de préserver l'intégrité physique et morale des filles et femmes de notre pays, conformément à nos engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux. La cérémonie d'ouverture a pris fin par la prestation des troupes théâtrales de l'université Kofi Annan sur la scolarisation de la jeune fille et les violences basées sur le genre. Initialement prévue pour le 24 novembre dernier, la 2e édition du Forum économique maroco-guinéen n'a pu se tenir à la date indiquée. Les raisons du report de cette rencontre économique étaient ce mardi au centre d'une conférence de presse tenue à la Maison de la Presse. Elle a été animée par l'amicale Guinée-Maroc, l'AGIM en abrégé, compte rendu Alpha Marbari.
Cette deuxième édition, qui devait se tenir le 24 novembre dernier du côté de Casablanca au Maroc sous le thème « La Guinée, nouvelle Eldorado des investisseurs » n'a pas eu lieu. Justement, c'est pour attirer l'attention des journalistes que le président de l'amicale Guinée-Maroc, sous une attitude de désarroi profond, est venu partager sa colère. Entre report et annulation de ce deuxième forum économique maroco-guinéen, Sekouba Diakité réagit. L'objectif de la conférence de presse, c'était d'informer les opérateurs économiques guinéens les raisons qui ont motivé le report ou carrément l'annulation de ce forum. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il continuera ou pas. Parce que j'ai été bloqué dans mes actions. Donc l'objectif, c'était de les informer. Quand on s'engage auprès des gens, je pense qu'il est c'est un devoir de revenir vers ces mêmes personnes pour leur dire effectivement que cet événement n'aura pas lieu et pourquoi ça n'aura pas lieu. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi on me dit d'arrêter au moment où les choses commencent à porter fruit. Pourquoi on me dit d'arrêter au moment où les Marocains commencent à venir vers la Guinée. L'objectif recherché par l'amicale Guinée-Maroc pour le développement économique en organisant ces rencontres est de donner aux opérateurs économiques marocains et guinéens un cadre de réflexion et d'échange en vue de booster le développement économique de leur pays. Nous sommes là-bas, nous avons tout fait pour inscrire la Guinée sur le même registre que les autres pays qui ont initié ça fait plus de 10 ans, pour que dans toutes les activités économiques que les Marocains organisent, que la Guinée soit insérée. Il n'y avait qu'une structure pour ça. L'ambassade, c'est vrai, l'ambassade est présente. Et elle joue son rôle. Vous croyez qu'un ambassadeur peut aller à la rencontre d'un responsable d'une petite et moyenne entreprise? Je ne crois pas. Les grosses structures, d'accord. Il faut des acteurs sur le terrain qui vont dans les villages rencontrer ces gens-là. Parce que les usines des PME sont dans les villages. Les convaincre que ce qu'ils sont en train de faire au Maroc ou pour le Maroc peut être fait aussi en Guinée. Par ailleurs, soutien fort du RPG Arc-en-Ciel, l'amicale Guinée-Maroc s'est dit déterminée à continuer le combat pour la défense des projets de développement du gouvernement pour le bien-être des Guinéens. C'était donc le compte-rendu de Elhadj Oumar Bari. Sur un tout autre plan, l'hygiène alimentaire n'est pas du tout respectée en Guinée. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans les grands marchés et autres carrefours de la capitale où les aliments sont vendus sans aucune mesure de protection. Une situation qui doit interpeller le département en charge de la santé et de l'hygiène publique. Le constat avec Fanta Conti. Dans les marchés ou au niveau des grands carrefours de Conakry, les aliments sont vendus sans aucune mesure de protection. Les galettes, les brochettes de viande, pour ne citer que cela, sont exposées à la merci des mouches et moustiques, sans parler de la poussière. Pour les vendeuses, la seule façon de faire écouler rapidement leurs marchandises est de les exposer au vu des passants pour attirer la clientèle. Et na ma koto mire dangi mana ne va ma ba mire ba fala ngwa dun serum amala mire bi ngwa mana ne ma kiti do ra ma koto ko mire ra dugula ra ma ha don se kan ye falo ke don se ma ba ko na ma koto e dangi mana na ma ba e sara. Même constat au niveau des gargotes où les assiettes dans lesquelles les aliments sont servis ne sont pas bien lavés. Ces aliments sont souvent vendus à côté des caniveaux ou des tas d'immondices. Beaucoup de Guinéens déjeunent dans la rue. Et souvent auprès des fosses, plutôt des endroits malsains où pullulent les mouches. Ce qui veut dire que les mouches là prennent généralement des microbes, des parasites au niveau du péril fécal, des WC, des excréments déposés par-ci par-là dans la rue et en ville. Et ces mouches se déposent au niveau des aliments et contaminent ces aliments. Et il y a aussi le problème de l'eau glacée vendue. Souvent, c'est de l'eau recueillie au niveau des pertes d'eau dans les rues. Donc, c'est de l'eau souillée. Un autre constat non moins important est que les marchés sont souvent inondés de produits périmés vendus à vil prix. La conjoncture aidant, certains citoyens préfèrent la quantité à la qualité sans se préoccuper des conséquences. Cela a des conséquences au niveau du tube digestif. Ça provoque ce qu'on appelle des toxi-infections alimentaires ou des intoxications alimentaires ou des parasitoses, voire des infections comme l'hépatite A. L'hépatite A est due au péril fécal. Et la poliomyélite, c'est des maladies chroniques.
les parasitoses, mais ce qui est plus fréquent et plus aigu, la maladie diarrhéique, le choléra, la typhoïde, dont on parle beaucoup en Guinée. Pour être à l'abri de ces maladies, quelques précautions sont utiles à observer. Pour éviter ces maladies de mains sales, il faut 3 propriétés. Il faut l'hygiène des mains, l'hygiène des aliments et l'hygiène du milieu. L'hygiène des mains, il ne faut pas manger sans avoir lavé les mains. Il faut toujours laver les mains. Même si vous prenez des gâteaux dans le bureau, quelque part, les mains doivent être lavées. Qu'on ne vende pas des aliments périmés chez nous. Quand c'est périmé, qu'on jette ces aliments. Maintenant, les aliments vendus dans la rue, ou parfois c'est dans des restaurants, des grands restaurants, c'est du poisson pourri, ou des légumes attiéqués que nous avons chez nous. Il faut voir les mains qui manipulent. Parfois, les gens servent directement avec les mains sont sales, il y a des microbes là-dessus. Et généralement, les femmes ont un pagne là et se mettent à nettoyer les mains sur ce pagne-là, et ce pagne devient un foyer de microbes. Et parfois, c'est le lait. Le lait est vendu. Il y a de l'eau qu'on ajoute, du beurre, donc il y a les mouches d'un côté. Et parfois, et là où on se sert ces aliments, il faut voir à Madina. Vous voyez parfois des matières fécales à côté, les gens sont en train de se battre pour manger du foutu à côté. Les aliments non protégés et ceux périmés sont vendus au vu et au su des autorités. Pour connaître les dispositions prises pour remédier à cette situation, nous nous sommes rendus à l'Office national de contrôle de qualité où les responsables de cette structure ne se sont pas prêtés à nos questions. En attendant, ce sont des milliers de Guinéens qui continuent à payer les frais. Un autre problème de santé assaillant discrètement notre société concerne les dysfonctions sexuelles. Ces difficultés dans le processus habituel du fonctionnement sexuel impliquent les hommes tout comme les femmes, mais ils sont souvent mal informés, désorientés face à la conduite à tenir devant cette maladie. Salim Kamara s'est intéressé aux dysfonctions sexuelles masculines. Voici son reportage. Les dysfonctions sexuelles chez l'homme sont l'un des problèmes de santé le plus commun les affectant. Liées en général à des problèmes physiques ou psychologiques, elles concernent en majeure partie les hommes au-delà de la quarantaine. Il existe divers types de dysfonctions sexuelles. C'est les troubles d'abord du désir, c'est-à-dire l'envie d'aller vers sa partenaire est perturbée. Il y a les troubles du plaisir, c'est le fait de ne ressentir aucun plaisir dans cette activité sexuelle. Il y a les troubles de l'érection, il y a les troubles de l'éjaculation qui le plus souvent se traduit en éjaculation précoce ou prématurée. Et puis il y a d'autres troubles aussi, le syndrome de micropénis. Ces anomalies, pourtant traitables, sont souvent à l'origine de frustrations au sein des couples et affectent même la vie socio-professionnelle des intéressés. Pour les combattre, il faut s'attaquer aux différentes causes, mais avant tout, avoir le bon interlocuteur médecin. Cette prise en charge se fait par des médecins qui ont eu une formation spécialisée en la matière, qui n'a rien à voir avec la gynécologie, qui n'a rien à voir avec l'urologie. Il faut dire aux personnes qui souffrent de dysfonction sexuelle qu'on peut les traiter parfois même sans médicaments. Tout le problème de dysfonction sexuelle, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de troubles sexuels. Les causes des dysfonctions sexuelles chez l'homme sont variées. Citons entre autres le stress, l'anxiété, le manque d'énergie, la préoccupation familiale ou la carrière. Certaines maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle peuvent figurer sur la liste. Mais la problématique de cette maladie repose sur le tabou qui la caractérise. Ceci conduit à consulter chez les tradipraticiens ou à faire l'automédication. Malheureusement, le surdosage des produits issus de la pharmacopée ou ceux pharmaceutiques maintenant la libido ne sont pas sans conséquences. Ceux qui prennent cela pour encore se donner une super performance le font à tort parce que l'organisme a ses capacités. Celui qui prend un produit dopant ou sexe fort, comme on le dit, va se retrouver parfois devant des difficultés. Notamment, il peut se retrouver devant des cas de priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée douloureuse par surdosage. Il peut se retrouver devant des problèmes cardiaques, puisque les gens oublient que ces produits dopants
sont composés de substances qui peuvent agir sur le cœur. Donc, c'est des sujets qui ont un cœur défaillant sans le savoir, ils peuvent faire un infarctus. Les dysfonctions sexuelles, avec ses conséquences inimaginables, ont toujours été un problème de santé publique. Elles méritent éducation, information et accompagnement. Culture dans cette édition, le festival Koteba Nabé, qui signifie en Soussou Koteba est ici ou Koteba est là, a démarré ce mardi et se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2012 au Centre culturel franco-guinéen. C'est le musée national de Sandervalia qui a servi de cadre de lancement de cet événement culturel essentiellement dominé par la danse, la musique et la comédie. Compte rendu, Kiao Bachira. C'est pour donner un avant-goût au public guinéen sur ces différentes prestations artistiques que le groupe Koteba et ses partenaires ont organisé cette cérémonie solennelle. Les portes sont donc désormais ouvertes pour ce festival Koteba Nabé ici au Musée national de Sandervalia. Durant 3 jours, Conakry va vibrer sous ses prestations artistiques, notamment des comédies musicales d'Ego de Koteba sous la direction de Souleymane Koli. Au cours de la cérémonie d'honneur, la directrice générale du musée a rendu hommage au fondateur d'Ego de Koteba. Merci frère Koli de nous avoir permis de recevoir ce beau monde au musée. Je vous souhaite la bienvenue. Au nombre de 25, dont 10 Ivoiriens et 15 Guinéens, l'ensemble Koteba Guinée représente aujourd'hui une fierté pour la sous-région, un modèle d'intégration africaine artistiquement parlant. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée ne dira pas le contraire. On ne va pas se battre pour la paternité du Koteba. Vous avez parlé du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, mais le Koteba c'est aussi pour nous. Donc, c'est pour cela que je suis très heureux d'être ici, très heureux de vous dire merci au nom de notre pays. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que ce que la culture nous a apporté, ce que le Koteba nous a apporté, ce que d'autres groupes mythiques nous ont apporté en Côte d'Ivoire, plus que l'économie qu'on a eue. Notons qu'une prestation artistique d'Ego de Koteba, nouvelle génération, et un extrait du spectacle Cocody Johnny de Souleymane Koli est prévu ce mardi soir au Centre culturel franco-guinéen. En Afrique, c'est un procès qui sera suivi en Côte d'Ivoire, un procès en forme de première. Il a commencé aujourd'hui à Paris, celui de 4 anciens soldats français, 4 militaires engagés dans l'opération Licorne. C'était en mai 2005. Ils sont jugés pour le meurtre du Firmin Maillet. Ils le considéraient comme dangereux criminel et ils affirment avoir reçu l'ordre de l'éliminer. Suivi. Chenir et le brigadier Ben Youssef se retrouvent, chacun à sa ligne de défense. Rogel et Chenir, qui étaient tous les deux dans le blindé, reconnaissent les faits. L'adjudant-chef Rogel avoue avoir tué Firmin Maillet de ses mains, mais sur ordre de ses supérieurs. Nous, on est des soldats professionnels. Ce qu'on a fait, si vous me demandez est-ce que c'est bien, non, c'était pas bien. Bien sûr qu'il ne fallait pas le faire. Est-ce qu'on le regrette? Bien sûr qu'on le regrette. Le brigadier Ben Youssef, qui conduisait le véhicule, affirme lui ne rien avoir vu, ne rien avoir entendu. Si ordre a été donné, qu'il l'a fait, le colonel Burgo assume ses responsabilités, mais affirme que la consigne n'est pas venue de lui, mais de plus haut, du patron de l'opération Licorne. Il reconnaît avoir reçu de son supérieur hiérarchique, le général Poncet, un ordre illégal. Cet ordre illégal était implicitement que Firmin Maillet arrive mort. Cet ordre, il ne l'a pas modifié, il l'a simplement répercuté à ses subordonnés. Des accusations démenties par le général Poncet qui a été blanchi et sera entendu au procès comme témoin. Du côté de l'accusation, on attend la réhabilitation de Firmin Maillet. Pour l'avocat de la famille, il était un simple paysan, tout sauf le bandit de grand chemin, capable des pires exactions, comme le disent les militaires français. Maillet n'a jamais été coupeur de route. Il y a un autre Nestor Maillet qui est en prison aujourd'hui. Il n'a jamais été coupeur de route. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a été retrouvé. Il a été aidé par un villageois qui est venu le déposer. Vous croyez qu'un grand criminel peut se faire aider par un villageois? L'armée française préfère s'abriter derrière la thèse du dérapage individuel, mais indéniablement, c'est la question de la difficulté et des limites de la mission d'interposition des militaires lors d'opérations de maintien de la paix qui est posée. Un nouveau vent de révolte souffle sur l'Égypte. L'opposition appelle à manifester contre Mohamed Morsi, une manière de dénoncer des dérives d'un président qui s'est octroyé les pleins pouvoirs.
L'épicentre de la contestation du pouvoir en place, théâtre depuis ces derniers jours de la crise la plus grave que doit affronter le président islamiste Mohamed Morsi depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier. Dans les rues adjacentes, les premiers débordements dans un face-à-face avec les forces de l'ordre. Nous sommes ici pour forcer Mohamed Morsi à revenir sur sa déclaration et réclamer la chute du gouvernement qui n'a rien fait jusqu'à présent. La déclaration, c'est le décret par lequel le président islamiste vient de faire sauter le dernier contre-pouvoir du pays, celui de la justice. Il lui accorde l'immunité sur ses décisions passées et futures. Hier soir, à la veille donc de cette journée de mobilisation de l'opposition, le porte-parole du chef de l'État convoquait la presse dans le très solennel palais présidentiel pour une brève explication de texte. Le décret présidentiel ne concerne que les questions liées au pouvoir souverain. La mesure est temporaire, le temps qu'une nouvelle constitution soit rédigée. Et d'ajouter que la décision était irrévocable. Quelques instants auparavant, Mohamed Morsi se livrait au même exercice en recevant les représentants du Haut Conseil judiciaire. Pas de quoi donc apaiser les esprits d'une opposition qui compare déjà le chef de l'État à un nouveau dictateur. Beaucoup redoutent des affrontements plus intenses en début de soirée, temps fort de la mobilisation dans chacune des grandes villes du pays. Seul facteur d'apaisement, les frères musulmans ont décidé d'annuler leur contre-manifestation officiellement pour éviter de nouveaux troubles. Dans le monde, c'était le 11 novembre 2004, il y a tout juste 8 ans, Yasser Arafat, le chef historique de l'Organisation pour la libération de la Palestine, s'éteignant dans un hôpital parisien, sauf que les raisons de son décès sont toujours inconnues, d'où l'exhumation de sa dépouille à Ramla ce mardi. Suivez. Et les honneurs militaires. L'exhumation de la dépouille de Yasser Arafat n'aura duré que quelques heures. La tombe est désormais refermée, une bâche bleue masque l'entrée du mausolée. Ses plus fidèles amis, le Premier ministre de l'autorité palestinienne, sont venus rendre hommage à leur ancien chef. Tôt ce matin à Ramallah, des médecins légistes ont effectué des prélèvements sans déplacer le corps de Yasser Arafat. L'opération se fait dans le plus grand secret. Des experts internationaux doivent tenter de déterminer, 8 ans après sa mort, si le dirigeant historique palestinien a été empoisonné. Il y a quelque temps, des traces de polonium étaient découvertes sur ses effets personnels. Entre émotion et nécessité d'en savoir plus, les Palestiniens ont leur avis, le Hamas aussi. Ça permettra peut-être de connaître la vérité, de découvrir ce qui s'est réellement passé. Nous sommes d'accord pour exhumer le corps. Nous soutenons toutes les investigations qui doivent servir à révéler la vérité sur l'assassinat du président Yasser Arafat. Yasser Arafat est décédé en 2004 dans un hôpital militaire de la région parisienne. Il n'y a jamais eu d'informations médicales claires sur sa mort. Beaucoup de Palestiniens accusent Israël de l'avoir empoisonné, ce que Tel Aviv a toujours nié. Tout le monde sait qu'Israël est derrière la mort d'Arafat. L'épouse de Yasser Arafat a déposé plainte en France pour assassinat. Des juges d'instruction étaient d'ailleurs sur place ce matin, sous le contrôle du parquet palestinien, pour entendre des témoins à Ramallah. Si la thèse de l'empoisonnement était confirmée dans les semaines à venir, les dirigeants palestiniens pourraient saisir la Cour pénale internationale, selon un responsable palestinien. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à nos téléspectateurs d'Antafassa. Au revoir.